De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gemma Telem et Jean-François Kandji-Combé. Tout de suite, le dossier du jour. Le patrimoine culturel africain est riche, mais aujourd'hui il est en danger. Son devenir inquiète, majoritairement représenté en dehors des frontières de l'Afrique. Il est constitué de milliers d'objets, souvent acquis de manière douteuse par les institutions muséales occidentales, systématiquement pillés depuis le temps de la colonisation. Le continent africain, privé de tout un pan de sa culture, réclame aujourd'hui son dû. Reportage d'Emmanuel Milimono et Sadou Alizé Mokhtar. L'Afrique est riche de son potentiel culturel. Le continent a fait face à un pillage organisé de ses patrimoines à la faveur de la colonisation. Une bonne partie a été enlevée souvent par le biais des valises diplomatiques et des cadeaux faits aux officiels européens. L'organisation Interpol a estimé la valeur du trafic illicite d'objets d'art africains à près de 400 millions de dollars par an. Mais l'Afrique tente désormais de reconstituer son patrimoine culturel comme c'est le cas au Bénin, au Sénégal, en Éthiopie, en Égypte ou au Mali. Au Bénin par exemple, le nombre d'objets pillés est estimé à près de 5000 pièces. L'Afrique est riche de sa diversité culturelle, une diversité qui constitue le reflet de l'ensemble des sociétés qui la composent, ainsi que de la richesse des différentes identités culturelles de ces peuples. Ce riche patrimoine est à la fois matériel et immatériel partout à travers le continent. Pour mieux appuyer ses efforts, certaines de ces œuvres ou objets historiques ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notamment l'inscription en 2013 du Centre historique d'Agadez, mais c'est également en 2014 l'inscription, toujours sur la liste représentative, de les pratiques et les expressions de la panthère représentée. Sur la liste du patrimoine immatériel, il y a le Sosobala qui est inscrit depuis 2001. On a 3 biens qui se trouvent sur la liste indicative, c'est-à-dire des biens susceptibles d'être préparés en vue de leur inscription. À ce titre, c'est Beredo Amana d'Ankouroussa et le site esclavagiste de Faranya Timbo qui sont en préparation. Exceptionnellement, nous avons 7 sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est assez rare quand même dans cette partie de l'Afrique. De la Guinée au Niger, en passant par le Bénin ou le Sénégal, l'Afrique est engagée désormais dans une lutte contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels. Certains musées africains et leurs partenaires occidentaux travaillent sur la conservation des objets ainsi que leur mise en valeur à travers la sensibilisation des populations, des gouvernants et des jeunes. Ces objets ont été pillés, se trouvent aujourd'hui dans le monde entier, sauf en Afrique. Ce n'est pas seulement une question béninoise. Selon Aminata Traoré, l'ancienne ministre de la Culture du Mali, près de 95% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Donc on nous a volé notre histoire. Le patrimoine africain est en danger. Selon des spécialistes, la communauté internationale se doit de réagir sur le plan moral afin de faire respecter le droit des peuples à la préservation de leur patrimoine et de leur histoire. Le péril vient d'abord des fouilles clandestines à la suite desquelles circulent des œuvres définitivement privées de signification et dont l'interprétation, coupée du site archéologique de découverte, devient impossible. C'est un droit inaliénable. Le patrimoine immatériel, les objets qui ont été délocalisés de leur cadre naturel qui est l'Afrique, qui ont été transplantés en Europe, pour ce qui nous concerne en France comme le Bénin, c'est vraiment un devoir d'exiger que ces biens soient ramenés dans les pays d'origine. Depuis quelques années, de nombreux pays africains ont entrepris des opérations de rapatriement de leurs objets d'art indûment subtilisés. Les pays du continent s'organisent en vue de mieux le sauvegarder à travers des politiques de protection et de promotion de ces vestiges. Ils se heurtent cependant à l'absence des moyens de protection et de sensibilisation. Il faut que la population s'approprie cela. Donc en fait, une restitution comme celle-là, ce n'est pas comme une lettre à la poste. C'est vraiment un processus d'intériorisation, un processus presque spirituel qui doit être populaire en même temps. Et je crois qu'il faudra des générations finalement. L'efficacité de ce combat dépend surtout de l'union des États africains à travers une démarche cohérente et concertée visant à parler d'une seule voix. Il doit également se mener sur plusieurs fronts, dont celui de la formation à la préservation du patrimoine, à l'inventaire, à la conservation matérielle et à la restauration des collections. C'est dans cette forme de démarche que progresse désormais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Aujourd'hui, c'est toute la sous-région, notamment l'UMOA et la CEDEAO, qui sont en train d'appuyer
de soutenir les efforts au niveau des différents pays pour que le patrimoine culturel sous-régional soit véritablement protégé et mis en valeur. La lutte contre la circulation frauduleuse des œuvres passe par une collaboration étroite entre tous les professionnels, responsables des musées, services de police et des douanes, gouvernements, acteurs du marché de l'art, intermédiaires et collectionneurs. Le continent africain a besoin de reconstruire toute son identité culturelle, selon des spécialistes, à travers la collection sur place, la sauvegarde et la promotion de son patrimoine. On sait à peu près où sont ces éléments aujourd'hui. Si le principe est acquis, il faut quand même que si on les ramène, qu'on puisse les mettre dans un musée, qu'on puisse les mettre quelque part où ils seront sauvegardés et bien conservés. Il y a à réparer, car la France, l'Europe en général, ont asservi les pays du Sud, les ont dominés, et donc une réparation est due à l'Afrique et aux afro-descendants. Depuis les années 1970, la question des objets en tout genre qui quittent l'Afrique de manière légale ou illégale est devenue un sujet qui préoccupe les décideurs politiques et les professionnels du patrimoine culturel africain. Malgré la prise de conscience récente de ce phénomène et la mise en place des moyens de lutte contre le détournement de la mémoire d'un continent, l'Afrique subit toujours un pillage systématique qui entraîne la désincarnation des objets ainsi déportés vers l'Occident. Que l'on soit en Europe ou aux États-Unis, les musées et collections privées abondent des pièces rares à la provenance douteuse et souvent non avouée. Les expéditions militaires de 1894 contre le royaume fond du Dahomey, l'actuel Bénin, qui permit à la France d'entrer en possession d'un butin connu sous le nom du trésor de Béhanzin, ou celle de 1897 qui permit aux Anglais de faire main basse sur des réalisations artistiques et culturelles africaines accumulées depuis des générations, sont autant de faits qui attestent de ce bradage du patrimoine culturel qu'il convient de restaurer pour la mémoire des peuples africains. Jean-François, l'Afrique, les pays africains ont-ils les moyens aujourd'hui de protéger, de préserver ce patrimoine ? Avant de poser la question de cette manière, Fanny, moi, je préférerais qu'on commence par le commencement. Ces œuvres appartiennent à qui ? On appartient aux pays africains, aux peuples africains, et c'est le commencement, parce que la question que vous posez fait partie de ces arguments qu'on oppose aux États africains depuis qu'un certain nombre de gouvernements ont osé revendiquer le retour, demander le retour des œuvres sur le continent ou dans leur pays. On leur répond, mais vous n'avez pas les moyens de les conserver comme nous avons les moyens de les conserver chez nous, dans des musées qui ont une hydrographie étudiée avec des moyens de conservation. Les États africains n'ont manifestement, pour répondre à votre question, pas les moyens aujourd'hui. Ils n'ont pas les moyens, mais c'est aussi une question de volonté politique. Il n'est pas sûr que dans nos pays, les œuvres culturelles ou les œuvres artistiques soient dans la vie quotidienne et dans nos représentations politiques et sociales au cœur d'une problématique de protection. Ce ne sont pas des choses qui sont importantes pour nous, ou en tout cas commencent seulement à être vues comme importantes. Donc le principal problème, c'est que déjà il n'y a pas une politique culturelle assez développée. Déjà, il n'y a pas une valorisation de ce que nous sommes. Parce qu'en réalité, les œuvres dont nous sommes en train de parler, ce sont des œuvres qui correspondent à des identités africaines. Et en Afrique, malheureusement, il arrive assez souvent encore aujourd'hui que nous ne soyons pas fiers de ce qui fait notre identité et que nous allons en rechercher ailleurs. Nous considérons que les œuvres d'art sont les œuvres d'art que nous voyons dans d'autres musées, mais pas les œuvres d'art que nous voyons dans nos villages et qui animent la vie quotidienne, parce que c'est aussi ça le statut des œuvres d'art, des œuvres culturelles en Afrique. Ce ne sont pas des œuvres désincarnées, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement à mettre dans des musées, ce sont des choses qui correspondent à des pratiques culturelles, à des pratiques spirituelles, à une vie quotidienne, à un usage quotidien, etc., mais qui sont des éléments qui sont ancrés dans nos cultures. Il faut d'abord commencer par nous reconnaître, nous valoriser nous-mêmes avant de pouvoir aller revendiquer auprès des autres. Bon, quand on revendique auprès des autres, c'est pas seulement au nom de la propriété, c'est aussi au nom de la valeur marchande. On espère que beaucoup d'argent va en venir, et c'est pour beaucoup de ceux qui portent ces demandes-là, notamment des chefs d'État et de gouvernement, ils pensent d'abord au pactole qui peut revenir avec les œuvres d'art, ou si les œuvres d'art restent là-bas, le pactole qui peut venir en compensation. Jamal, ça coûte cher de préserver son patrimoine? Ça coûte cher, mais ça peut rapporter beaucoup.
Et donc, quand on aura compris, alors je dis des choses, je vais enfoncer une porte ouverte, les richesses du continent africain, les richesses culturelles, les autres aussi, sont pillées, les Africains ne le défendent pas très bien, les budgets de la culture et du patrimoine culturel sont généralement les plus miséreux, et donc on n'a souvent pas le souci, parce que nous n'avons pas compris que l'intérêt scientifique et marchand qu'on peut tirer du patrimoine culturel. Il est beau, il est grandiose, il est admiré généralement par tout le monde, et chacun de nous connaît, pour ceux qui ont fait un voyage au Mexique, combien les statues magnifiques sont absolument un repère culturel, scientifique, mais commerçant, marchand, qui rapporte énormément d'argent. Et ça, nous ne l'avons pas fait. D'ailleurs, le travail qui est fait chez nous, il est souvent fait par l'UNESCO, c'est-à-dire pas très bien fait, ou en tout cas c'est de celle qui est fait. Et donc, nos États, nos politiques nationales n'ont pas encore intégré cette donnée-là. Ils ne l'ont pas intégrée parce que nous n'avons jamais fait une photographie coloniale de nos richesses qu'il y avait, qu'il y a, et qu'on est capable de récupérer demain. Ça non plus, nous n'avons jamais fait ce travail-là. Il est balbutiant, il a été fait un peu par le CRAN, mais le CRAN est une organisation française d'abord et pas africaine. Et donc ce travail-là n'est pas du tout fait. Deuxièmement, nous n'avons pas un usage clair de ce que nous sommes capables de faire du patrimoine culturel. Et toutes ces politiques-là ne sont pas définies. Pourtant, les mécanismes juridiques existent. On a la charte africaine de 1976. On a une charte, donc il y a le programme des Nations Unies de l'UNESCO qui s'appelle Africa 2009 et qui a inventorié. C'est un travail que je considérais, parce que je l'ai regardé pour préparer cette émission, le capital, le patrimoine culturel africain, et qui n'est de toute façon pas mis en feu. Et puis les législations nationales l'ont fait. Le Bénin a mis une loi, je crois, en 1993 ou 1914. Le Mali en a fait une en 1992. Et puis la charte culturelle africaine a été votée, mais enfin, elle n'a pas de rôle impératif. C'est une recommandation générale. Encore une fois, il n'appartient pas à l'Union africaine de faire la politique culturelle des États à leur place. Mais les scientifiques qui généralement développent cela. Il faudrait donner un statut de reconnaissance au patrimoine culturel, ce qui n'est pas fait. Deuxièmement, il faut faire un petit inventaire du contenu de ce qu'il y a. Je ne dis pas sur le continent africain, il y en a 54. Par pays, parce que vous ne pouvez le faire que par pays. Cela dit, sur 2, 3, 4 pays, quand parfois le patrimoine est transversal, on est capable de le faire. Et il n'y a pas de raison d'ailleurs de ne pas le faire. Et ce travail n'est pas fait. Et puis, il faudrait comprendre qu'il faut une politique de protection, de valorisation. Il faut l'intégration du bien dans le patrimoine national. Et tout ce travail-là, s'il n'est pas fait dans des conditions de gestion optimales et en sachant qu'encore une fois qu'on est capable d'avoir une vraie politique économique culturelle et qu'elle est capable de rapporter de l'argent qui sert à la fois de protéger le patrimoine culturel, de le développer et lui donner une lecture et une visibilité plus importante, on n'ira pas loin que ça. Il faut que définitivement nous comprenions que le patrimoine culturel est une richesse et qu'elle est une richesse rentable, pas seulement coûteuse. Jean-François, justement, quand on parle de pillage, d'œuvres qui sont ramenées ailleurs, hors des frontières de l'Afrique, quels sont les recours aujourd'hui, les mécanismes institutionnels? Est-ce qu'il y en a dans les pays africains pour permettre à ces œuvres de rester dans le pays? Les mécanismes existent sur le papier. Il y a des textes. Il y a des textes, y compris des textes nationaux, comme le rappelait tout à l'heure Djemal. Il y a un cadre juridique international. Il y a une convention de l'UNESCO sur, pour lutter contre le trafic des œuvres d'art et du patrimoine culturel. Il y a adossé à ça une organisation policière mondiale qui d'ailleurs coopère avec Interpol, etc. Donc le dispositif institutionnel, juridique existe. La question est, est-ce que les États africains se donnent les moyens d'entrer dans ce dispositif, de le rendre efficace sur le continent. Et quand on voit d'ailleurs comment nos États maîtrisent ce qui se passe sur leur territoire, on peut en douter, parce que il peut y avoir des fouilles sans que le gouvernement soit informé, il peut y avoir des biens, la fluidité, enfin les frontières fluides de l'Afrique font que les œuvres peuvent sortir de toute façon. Il y a quelque chose qui me frappe avec justement le développement de ce dispositif-là, de lutte contre le trafic. C'est un dispositif qui vise aujourd'hui essentiellement le trafic à caractère privé, parce qu'on considère qu'aujourd'hui il n'y a plus le pillage à caractère public qui était qu'on a connu au temps de la colonisation, mais c'est quelque chose qui commence à faire oublier que l'un des enjeux pour les États africains, c'est aussi
d'obtenir réparation de ce qui a été pillé par des gouvernements au titre de la colonisation, et qu'il n'y a pas de table rase qui tienne sur les œuvres africaines qui se trouvent dans des musées à l'étranger, en Europe, en Amérique ou que sais-je encore. Mais nous sommes au début d'une ère, je crois. Nous sommes au balbutiement des mécanismes, et notamment en Afrique de l'Ouest. J'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce qui était dans le reportage, et j'avais lu un certain nombre de textes très intéressants sur ce qui est fait en Afrique de l'Ouest, mais c'est inégal en Afrique. En Afrique centrale, vous n'avez pas ça. Vous n'avez rien, aucun mécanisme. Donc, pourvu que les États africains renforcent les moyens, mais ça aussi, ça dépend, ça dépend de la part du budget national qu'ils y consacrent, parce que ce n'est pas rien que d'arriver à la fois à construire des musées, à les mettre aux normes, à assurer une conservation, à procéder au répertoire de l'ensemble des œuvres, et puis à assurer une police de leur conservation. Tout ça coûte de l'argent, mais je crois que ça vaut le coup. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. 5 candidats, dont 2 femmes et 3 hommes, briguent la présidence de la Commission de l'Union africaine. Ces élections prévues pour le 28e sommet de l'organisation s'annoncent très serrées. Et en Tunisie, un vif débat agite depuis plusieurs semaines le pays sur un éventuel retour massif des djihadistes. Une perspective fustigée par une partie de la population. Les Tunisiens ont d'ailleurs répondu à un appel à manifester. C'était ce dimanche. Nous allons marquer une nouvelle pause à l'instant, la 3e partie de l'Africa News Room.